Le Portugal devait être terrifiant à cette Coupe du Monde. Un effectif de dingue, le meilleur milieu du tournoi, une dynamique énorme avec la victoire en Ligue des Nations. Et pourtant, depuis le début de la Coupe du Monde, le Portugal déçoit. 1-1 contre le Congo après un match horrible. 0-0 contre la Colombie où clairement il méritait de perdre. Puis victoire contre la Croatie avec un symbole parfait. Ronaldo marque sur péno, mais c'est Gonzalo Ramos qui qualifie le Portugal après la sortie de CR7. Et encore une fois, la place de Ronaldo est discutée. Et ce débat ne date pas d'aujourd'hui. À l'Euro 2024 par exemple, il termine sans marquer malgré 23 tirs. Il joue 120 minutes contre la France, pendant que Ramos et Jota restent sur le banc. Et beaucoup commencent à se demander si son statut ne bloque pas certaines décisions. Déjà en 2022, lors du match contre la Suisse, le Portugal avait dominé offensivement sans lui en titulaire, avec un triplé de Ramos. Depuis, la question revient sans cesse. Et si le meilleur joueur de l'histoire portugaise était aussi un problème pour l'équipe? Et est-ce que Ronaldo est vraiment un atout pour le Portugal, ou le poids de son statut devient trop difficile à porter? La Ligue des Nations 2025, c'est la meilleure introduction au Portugal actuel. Parce que c'est pas juste un trophée, c'est la preuve que le Portugal peut battre les meilleures équipes du monde avec un effectif complet. Et surtout, ce Portugal ne ressemble plus à une sélection qui attend seulement un miracle de Ronaldo. Évidemment, le match que tout le monde va retenir, c'est évidemment la finale contre l'Espagne. Parce que c'est pas n'importe quelle Espagne, c'est le champion du monde 2024. L'équipe qui représente presque le modèle collectif parfait en sélection. Jeu de position, pressing, milieu technique, jeune talent, identité claire. Bref, une équipe absolument terrifiante. Et pourtant, face à ça, le Portugal réussit quand même à s'imposer. Alors oui, c'est la Ligue des Nations, mais ça montre surtout que la Seleção peut battre n'importe qui. Et surtout, pour la première fois, le Portugal ne gagne plus seulement grâce à Ronaldo. Il gagne parce que tout le collectif répond. Déjà, il y a la montée en puissance de Vitinha, qui est littéralement le cerveau de l'équipe. Il donne du calme, il contrôle le rythme, il sait garder le ballon sous pression, et il permet au Portugal de ne pas paniquer contre une équipe comme l'Espagne. Il y a aussi João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Diogo Costa, qui sont tous des joueurs incroyables. Cette Ligue des Nations montre vraiment le meilleur Portugal possible. Un Portugal où Ronaldo peut être décisif, mais où il n'est plus le seul argument. Et si le Portugal peut gagner comme ça, c'est pas un hasard. C'est le résultat d'une montée en puissance depuis plusieurs années. Tout ça c'est lié à une chose, la formation portugaise. Depuis quelques années, le Portugal a fait un vrai travail de formation. Les clubs portugais sortent ou développent énormément de joueurs. Déjà juste Benfica qui a sorti João Neves, Gonzalo Ramos, João Félix, mais aussi Ruben Dias et Bernardo Silva. Ou le Sporting qui a pu sortir plusieurs générations très techniques comme Bruno Fernandes, Nuno Mendes, Rafael Leao ou encore Gonçalves. Et Porto qui a aussi apporté une culture de la compétition très forte avec des joueurs comme Vitinha, Diogo Costa, Ruben Neves, Pepe ou encore Ricardo Carvalho. Et puis je peux aussi vous parler de Braga qui a sorti des joueurs comme Trincao ou Pedro Neto. Les clubs portugais savent former, vendre et exposer des joueurs très tôt au haut niveau. Et derrière, la sélection portugaise en bénéficie. Avant, le Portugal avait Cristiano Ronaldo et quelques stars autour. Aujourd'hui, le Portugal a quasiment 2 équipes complètes. Et ça fait que depuis 2016, la sélection portugaise a complètement changé de visage. Mais avant qu'on aille plus loin, pense à t'abonner. Je couvre la Coupe du Monde bien comme il faut, donc ce serait con de rater les suivantes. Bref, nous on repart avec notre légende portugaise. Le point de départ, c'est évidemment l'Euro. Une équipe solide, disciplinée, capable de souffrir, mais encore très dépendante de Ronaldo. Le Portugal gagne, mais ce n'est pas encore une machine collective dominante. Sauf qu'ensuite, il y a une vraie transformation. La génération suivante arrive progressivement. Et là, le Portugal ne dépend plus d'un seul joueur pour créer du danger, et le jeu évolue aussi. Le Portugal devient plus technique, plus capable de contrôler ses matchs, de ressortir proprement sous pression, de varier les attaques. Ce n'est plus seulement une équipe qui attend son moment, c'est une équipe qui peut imposer son rythme. Et c'est précisément pour ça que la question de Ronaldo devient hyper centrale. Parce que plus le Portugal devient fort collectivement, plus il doit faire des choix qui servent l'équipe avant tout. La Coupe du Monde 2018 est un exemple parfait du Portugal qui marche que avec Ronaldo. Il porte quasiment la sélection à lui tout seul, et le match symbole, c'est le triplé contre l'Espagne. C'est littéralement le plus grand match de sa carrière internationale. Penalty. It's 1-0 Portugal. But. Ronaldo with the shot. Oh, it's gone. Coup franc mythique pour égaliser. Ronaldo. Oh, genius. 2018 montre l'ancien modèle. Si Ronaldo marque, le Portugal existe. Mais si Ronaldo ne fait pas un miracle, l'équipe plafonne. Et dans un tournoi, tu ne peux pas vivre exclusivement sur des miracles. Pendant la Ligue des Nations 2019, le Portugal était déjà plus moderne. Et en 2022, malgré l'élimination contre le Maroc, le match contre la Suisse montre un autre Portugal. Gonzalo Ramos est titulaire, il marque un triplé, et le Portugal s'impose 6-1. Felix. And Ramos. In by Diogo Dalot. Pour la première fois, le monde entier voit que le Portugal peut produire un match spectaculaire sans Ronaldo. En 2019, on l'a dit, le Portugal gagne la Ligue des Nations. Mais par contre, à l'Euro, les problèmes ressortent encore. Ronaldo marque beaucoup, il termine même meilleur buteur. Mais le Portugal sort quand même en 8ème contre la Belgique. Et c'est un point très important. Les stats individuelles de Ronaldo ne suffisent pas à faire avancer l'équipe. Et c'est là que le débat change. Avant, si Ronaldo marquait, on considérait que l'équipe allait bien. Mais là, Ronaldo marque et le Portugal ne va pas loin. Mais le moment où le problème va devenir vraiment visible, c'est à l'Euro 2024. Ronaldo joue beaucoup, il tire beaucoup, mais il ne marque pas. Le Portugal crée des occasions, mais finit par sortir contre la France au tir au but, après un 0-0. Et surtout, Ronaldo reste 120 minutes contre la France, alors que Gonzalo Ramos et Diogo Jota ne jouent pas. Et c'est là qu'il faut ouvrir le dossier Cristiano Ronaldo. Pour comprendre pourquoi c'est aussi compliqué, il faut se rappeler de qui il était et de ce qu'il est devenu. Ronaldo, c'est le plus grand joueur de l'histoire du Portugal. C'est le meilleur buteur de la sélection, le joueur des grands records. L'Euro 2016, la Ligue des Nations 2019, des buts dans tous les tournois, une aura mondiale, une discipline physique presque unique et une mentalité de compétition obsessionnelle. Pendant presque 20 ans, Ronaldo a donné au Portugal une chose qu'il n'avait
n'avait pas, la conviction qu'il pouvait battre n'importe qui. Donc faut vraiment pas le traiter comme un joueur banal, parce qu'il ne l'est pas. Mais justement, le problème vient du fait qu'il n'est pas banal. Au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, c'était pas juste un buteur, c'était une menace totale. Il peut partir côté gauche, attaquer la profondeur, éliminer, frapper de loin, marquer de la tête, surgir au deuxième poteau, attaquer les transitions, faire reculer une défense entière. À l'époque, il marque 451 buts en 438 matchs officiels. Mais au-delà des buts, il fait peur même sans ballon. Je pense que le Ronaldo du Real, j'ai pas forcément besoin de vous le présenter. Il gagne 4 Ligues des Champions et 4 Ballons d'Or pendant cette période. Quand il part à la Juventus, son profil commence à changer un peu. C'est encore une machine, mais un peu plus spécialisée. Et son jeu change. Il devient plus axial, plus finisseur, et un peu moins joueur de grande course. Et c'est pas forcément un problème parce qu'il marque énormément, mais c'est le début de sa grande transformation. Le début du downfall de Ronaldo, il arrive là où tout a commencé, à Manchester United. C'est vraiment le moment où le football moderne commence à vraiment le rattraper. Ronaldo marque encore, mais l'équipe ne fonctionne pas du tout. Mais attention, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ronaldo était le seul joueur potable de l'équipe. Manchester United était dans le début d'une des pires crises de son histoire. On a vu ce que ça a donné quand Ronaldo a quitté le club. Donc oui, son profil est un peu plus dur à intégrer, mais il était surtout dans une équipe malade. Mais par contre, ça nous montre que Ronaldo peut finir les buts, mais il ne peut plus tout faire comme avant. Bon, et évidemment, un des trucs qui va aussi beaucoup changer la carrière de Ronaldo, c'est son transfert à Al Nassr. Évidemment, il continue de marquer énormément. Ses chiffres restent impressionnants, il garde un physique incroyable, il continue d'empiler les buts, de battre des records, et on commence à parler du cap des 1000 buts. Mais il y a deux pièges. Le premier, c'est que la Saudi League, c'est pas la Ligue des Champions. Oui, elle a beaucoup progressé, oui, il y a beaucoup plus de stars qu'avant, mais ce n'est pas l'intensité d'un quart de finale de Coupe du Monde. C'est pas l'Espagne, la France, l'Argentine ou encore le Brésil. Le deuxième piège, c'est que à Al Nassr, l'équipe joue pour lui. Il peut rester haut, il peut attaquer dans la surface, il peut choisir ses zones, et il peut se concentrer uniquement sur le fait de marquer des buts. Mais en sélection, face à des équipes de très haut niveau, ce confort disparaît. Le jeu moderne et aussi le Portugal a besoin d'un neuf qui presse, qui bouge, qui attaque l'espace, qui libère les AO, qui ouvre des couloirs, qui aide à défendre. Ronaldo peut encore finir les buts, mais il n'a plus du tout la même intensité. Et ça, c'est évidemment lié à son déclin physique. C'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, mais peut-être aussi la plus importante. Malgré son hygiène de vie impeccable, ses entraînements rigoureux, il ne peut pas lutter contre le temps qui passe. Au moment où on se parle, Ronaldo a 41 ans. Au Real Madrid, Ronaldo pouvait répéter les courses à haute intensité pendant 90 minutes. Il pouvait attaquer la profondeur, revenir, repartir, presser par séquence, faire des appels constants. Aujourd'hui, ce volume d'effort, il ne peut juste plus le faire. Et sur les matchs de Coupe du Monde 2026, les chiffres sont parlants. Ronaldo tourne autour des 7 à 8 km parcourus par match. Et un attaquant moderne de haut niveau, c'est souvent entre 9 et 11 km. Mais c'est pas seulement une question de distance totale, c'est aussi la nature des courses. Il a une moins bonne qualité de sprint qu'avant, il est moins capable de répéter les courses, de changer de rythme, de presser. Et ça change tout, parce que dans le football moderne, ce sont les courses sans ballon qui créent les espaces. Et c'est exactement ce que Gonzalo apporte à la sélection. Si ton neuf ne répète pas les efforts, le rythme global de l'équipe baisse. Les buts à Al Nassr, c'est évident qu'ils sont impressionnants, mais ils répondent à la mauvaise question. La question, c'est pas de savoir si Ronaldo peut encore marquer des buts. La question, c'est est-ce qu'il rend le Portugal meilleur collectivement. Et évidemment, son statut n'arrange rien. Parce que le danger, c'est que l'entraîneur prenne des décisions non pas en fonction du match, mais en fonction du statut de Ronaldo. Si Gonzalo Ramos est plus adapté, il faut pouvoir mettre Gonzalo Ramos. Si Ronaldo doit sortir à la 65e minute, il faut pouvoir le sortir. Sauf qu'on a l'impression que l'entraîneur Roberto Martinez n'arrive pas à le sortir. Et jusqu'ici, le Portugal a pas mal déçu pendant la Coupe du Monde. Parce qu'en soi, le débat sur Ronaldo, il doit pas être théorique, il doit être sur le terrain. Sauf que le terrain, il confirme le problème. Le premier match du Portugal face au Congo est catastrophique. Le Portugal a énormément de ballons, mais crée très peu. Il y a beaucoup de passes, mais très peu de vitesse, très peu de danger et peu de courses tranchantes. Et Ronaldo, dans tout ça, il touche très peu de ballons et il rate deux grosses occasions. Le Portugal a fait 740 passes dans ce match. Ronaldo, lui, a touché seulement 25 ballons. Et c'est une stat qui est hyper forte. Parce que si ton équipe fait 740 passes et que ton avant-centre touche seulement 25 ballons, il y a un problème de connexion. Soit l'équipe ne le trouve pas, soit il ne se rend pas assez disponible, soit l'attaque est trop lente, soit les défenseurs le contrôlent trop facilement. Probablement un peu de tout ça. Sauf que malgré le fait qu'il soit fantomatique, Ronaldo joue quand même 90 minutes. Alors que je le rappelle, il y a Gonzalo Ramos derrière qui peut clairement jouer en neuf. Bon, le prochain match par contre, le Portugal gagne 5-0 face à l'Ouzbékistan. Et sur le papier, c'est assez rassurant. Ronaldo marque 2 fois et il devient le premier joueur à marquer dans 6 Coupes du Monde. C'est historique et même à 41 ans, il continue de battre des records. Ce doublé, il est assez important, mais ça reste l'Ouzbékistan en face. Mais il faut quand même faire attention parce que ce match ne règle pas le débat. Oui, Ronaldo peut encore marquer contre un adversaire plus faible, mais ça il le montrait déjà en Arabie Saoudite. Mais dans une Coupe du Monde, le but c'est pas de savoir marquer contre des équipes faibles. Mais le Portugais va avoir la chance de se tester face à une vraie équipe, la Colombie. Le Portugal fait 0-0. Et pour avoir vu le match en direct, le Portugal méritait clairement de perdre. J'ai sincèrement l'impression qu'ils ont rien proposé et que la Colombie a juste dominé tout le match. Et à cause de ce nul, le Portugal termine deuxième de son groupe. Et encore une fois, Ronaldo traverse le match sans vraiment l'impacter. Sur ce match, il aura touché 35 ballons et il produit seulement 3 tirs. Mais sincèrement, il a créé aucune situation dangereuse. Et ce match, c'est le vrai premier signal d'alarme. Parce qu'ok, le premier raté contre le Congo, il y avait l'excuse que c'était le premier match, mais contre la Colombie, le Portugal était prêt. Et face à une équipe plus intense, la Seleção paraît complètement figée. Ronaldo ne met pas assez de pression, Joao Félix ne court pas assez, le rythme est trop lent, et le Portugal ne fait pas mal du tout. Vraiment, j'insiste, mais la Colombie les a maîtrisés sur toute la rencontre et méritait clairement de gagner. Donc tout de suite, le 16e de finale face à la Croatie, il devient très important. Parce que là, on passe sur les matchs à élimination directe. T'as plus le droit à l'erreur, et clairement, le Portugal peut sortir à ce tour-là. Bon, et ça commence très mal pour les Portugais parce que la Croatie ouvre le score. It's going to come to Perisic.
Derrière, Ronaldo égalise sur un penalty. Ronaldo. 1-1 into. Bon, ça on le sait, c'est un joueur exceptionnel qui sait gérer la pression, donc les pénaltys il sait faire. Et d'ailleurs, il bat encore un record, il devient le joueur le plus vieux à marquer dans un match à élimination directe du mondial. Parce qu'on remet en question le mondial de Ronaldo, mais faut pas oublier qu'il a 41 ans et c'est déjà un exploit qu'il soit sur le terrain. Le penalty est très important pour le Portugal, mais faut pas qu'il masque le reste. Parce que ce penalty, c'est le seul ballon que Ronaldo touche dans la surface adverse. Dans le jeu, il est très peu menaçant, et le vrai tournant du match, c'est quand Martinez va le sortir pour faire entrer Gonzalo Ramos. C'est peut-être le geste le plus important du tournoi portugais. Pas parce que Ronaldo est mauvais, mais parce que ce changement prouve que Martinez peut enfin faire passer le match avant le statut de Ronaldo. Et derrière, devinez qui c'est qui marque? Gonzalo Ramos évidemment. Goes for the early ball. And the header is in. Bon, difficilement le Portugal a réussi à atteindre les huitièmes de finale. Et le tirage va clairement pas les aider. Ils tirent l'Espagne, l'un des grands favoris de ce tournoi. C'est un match assez dur, fermé, intense, où l'Espagne impose son rythme et montre sa capacité à contrôler le ballon. Peu à peu, les Espagnols étouffent totalement les Portugais. Bon, on va pas se mentir, c'était un match assez chiant parce qu'aucune des équipes arrivait vraiment à attaquer. Mais bon, si tu veux une analyse sur l'Espagne, je t'invite à aller voir ma vidéo à ce sujet. Et dans ce match contre l'Espagne, Ronaldo est titulaire, à la place de Gonzalo Ramos donc. Et une fois de plus, Ronaldo est fantomatique. En fait, le problème c'est qu'il est pas mauvais, c'est qu'on a juste l'impression qu'il est pas là. Comme face au Congo, comme face à la Colombie, on a une fois de plus l'impression que le Portugal joue à 10. Et ça c'est le plus triste, parce que l'homme qui produisait des miracles pour son pays est presque devenu un boulet aujourd'hui. Parce que pendant presque 20 ans, Ronaldo a habitué le Portugal à croire que tout pouvait arriver. Un coup franc, un penalty, une tête, une frappe sortie de nulle part. Mais contre l'Espagne, ce moment n'arrive pas. Et pour la première fois, ça ressemble vraiment à une fin. À la toute fin du match, l'Espagne ouvre le score grâce à un but de Merino. Et pour la 6ème fois d'affilée, Ronaldo rate le plus grand rêve de tous les footballeurs. Cristiano Ronaldo ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Parce que ce match, c'est pas juste une élimination après avoir lâché un tournoi plus que moyen. Le joueur qui a porté le Portugal pendant 2 décennies quitte la scène mondiale. Et même si le Portugal a un futur, même si cette génération est forte, même si Ramos, Leao, Vitinha, Neves et les autres peuvent écrire leur propre histoire, le plus grand joueur portugais ne sera plus là pour les aider. Et d'ailleurs après le match, les réactions de Ronaldo n'ont pas aidé à calmer le débat. Encore une fois, il a donné l'impression d'un joueur qui n'accepte pas de ne plus être au centre de tout. C'est clairement pas la fin qu'on imaginait pour un joueur de ce calibre. Mais clairement à 41 ans et après 3 mois en Arabie Saoudite, c'était dur d'imaginer beaucoup mieux. Et maintenant il y a une autre réalité qui arrive. On a beaucoup parlé de Ronaldo et de son déclin physique, mais c'était pas le seul problème du Portugal. Bah déjà sur le côté gauche, à côté de Ronaldo, il y avait Joao Félix. Et Joao Félix, il ne faisait pas les efforts défensifs, ce qui n'aidait vraiment pas le Portugal. Le nombre de fois où Nuno Mendes s'est retrouvé en 1v2 contre la Colombie, c'était assez terrifiant quand même. Quand t'as Ronaldo devant qui peut plus mettre l'intensité comme avant, et qu'en plus t'as Joao Félix qui court pas, c'est très compliqué derrière. Parce que le football moderne, il demande énormément de pressing. On l'a vu avec le PSG cette année. Un autre problème du Portugal, où là ils rejoignent leurs voisins espagnols, c'est la lenteur du jeu. Le Portugal a parfois fait trop de passes et n'arrivait pas à casser les lignes. Et ça revient au problème de Ronaldo et de Joao Félix qui faisaient pas forcément les bons appels non plus. Quand on compare avec l'équipe de France par exemple, il y a Olysée qui lâche des caviars dans tous les sens, mais il y a aussi Mbappé, Dembélé et Barcola qui font des très bons appels. Là avec Vitinha, la qualité de passe, le Portugal l'a clairement. Et de tous les matchs du Portugal, je me souviens pas de beaucoup d'actions où il y a eu des bons appels. Alors il y a Pedro Neto qui mettait beaucoup d'intensité sur son côté droit, et j'ai vu quelques actions sympas de Leao et de Conceição, mais les deux derniers ils étaient pas titulaires, donc ils avaient pas forcément le temps de s'imposer. Bon et le dernier problème pour moi il concerne l'entraîneur. Roberto Martinez aurait dû avoir plus de courage. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le Portugal a clairement la profondeur de banc. Mais le problème c'est que ces joueurs là il faut être capable de les faire rentrer. C'est vraiment dommage de voir le Portugal complètement stérile devant, alors qu'il y a Leao, Conceição et surtout Gonzalo Ramos sur le banc. Pour moi c'était à Roberto Martinez de faire rentrer Ramos plus tôt dans les rencontres. Et maintenant il y a aussi une autre réalité qu'il faut qu'on voit ensemble. Une chose est sûre, Ronaldo va partir. Que ce soit après cette Coupe du Monde ou dans les mois qui suivent, la fin est proche. Et ce sera la première fois que le Portugal va évoluer sans son héros. Pendant 20 ans tout a tourné autour de lui. Mais la réalité c'est aussi que le Portugal a tout ce qu'il faut pour continuer à exister au haut niveau. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Rafael Leao, Neto, Conceição, João Félix, Ruben Dias, Diogo Costa et évidemment sans oublier Gonzalo Ramos. Bref, la liste est très longue. Ce n'est plus une sélection dépendante d'un seul joueur, c'est une sélection riche, complète et très moderne. Et maintenant c'est au cadre de l'équipe de récupérer le leadership. Parce que oui, à ce niveau-là c'est aussi un très grand vide que laisse Ronaldo. Il était le héros et le capitaine pendant 20 ans. Alors forcément ça va lâcher un très grand vide. Et évidemment le rôle de l'entraîneur devient aussi à ce moment ultra central. Il doit reconstruire un jeu qui ne tourne plus autour d'un seul joueur. Il doit construire un vrai système qui fonctionne collectivement. Et avec les joueurs qu'il a, franchement il a de quoi faire. C'était la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, c'était aussi la dernière de Neymar, deux très grosses icônes de la compétition. C'est la fin d'une ère et maintenant c'est aux nouvelles générations de prendre le relais. Et si tu veux voir quel genre de joueur va prendre le relais, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Ayoub Boadi. En attendant, moi je couvre la Coupe du Monde bien comme il faut, donc abonne-toi pour pas rater les suivantes. Mais vraiment abonne-toi pour le coup, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Thibaut, bisous.